Alors aujourd'hui, ça va être un live de grosses gauchos. On va parler de lutte de classe, on va parler d'humour, on va parler de sociologie. On va pas faire un truc où on découvre de la philo et tout, non. Là, je dois me justifier, j'adore me justifier. Bonjour, alors oui je stream de façon aléatoire, mais si jamais tu veux avoir une chance de me retrouver, c'est souvent le samedi matin à 11h. Mes échelles, c'est vraiment toujours de 1 à 4. Non, c'est de 1, oui, 1 à 4. Vos notions d'humour sur 1 à 4. J'ai lu la BD, je sais, qui est basée sur la distinction. C'est un bon début. Ça s'arrête là. C'est un bon début. Parce que oui, c'est clairement du Bourdieu. Et il y a eu plein de questionnements, le fait de dire que j'étais quelqu'un de très scolaire. Et c'est vrai, je suis quelqu'un de très scolaire, mais c'est parce que j'ai suivi le chemin scolaire. Enfin, je veux dire, mais à la fois, on me reproche aussi de pas utiliser les bons termes, de pas utiliser les bonnes phrases, de pas utiliser les bonnes nuances. Du coup, je suis en mode, attendez, est-ce que je suis trop scolaire ou est-ce que je suis pas assez scolaire? Je sais pas. Toi, tu te mets combien en stream sur 4? Je pense que je me mets 1. Tu me mets combien, toi? Et toi, tu te mets 3? Moi, c'est mon travail. Oui, mais tu t'es peut-être pas le mastermind de la... Si? T'es à 3,5? 4 sur... Ah ouais, ouais, toi tu fais atterrir un avion aussi, non? Il y a tellement de boutons, j'ai l'impression de faire moi aussi décoller un avion un peu. Bon, du coup, je reprends, on contextualise avant de se lancer. J'ai fait un mini format sur tout ce qui est genre culture, etc. Et je disais que l'aristocratie, c'était pas une classe sociale dans notre société, enfin, c'était pas considéré comme une classe sociale et que du coup, on pouvait être aristo et de classe moyenne. Je disais pas que la personne en question était de classe moyenne, je disais que oui, c'est possible. Après, encore une fois, moi, comme je racontais, je dors pas avec cette personne, je suis pas au quotidien avec cette personne. Ce qu'elle fait dans son intimité, ça m'intéresse pas. Moi, c'est plus ce qu'elle publie sur les réseaux sociaux et du coup, indirectement, ce qu'elle partage en tant que groupe. Et donc, c'est une fille qui est aristo et qui fait de l'humour sur l'aristocratie et qui... Après, est-ce que on va discuter de l'humour plus en... Merci beaucoup, plus en détail, etc. au fur et à mesure, parce qu'elle m'a répondu, et sa réponse, en soi, ben, je la trouve aussi très juste. On a un désaccord parce qu'elle, elle parle de elle-même et elle a tout intérêt de se défendre, et moi, je parlais de structure et de domination, et donc on va plus répondre à toutes ces questions autour de, pas de elle, ce qu'elle pense individuellement, parce que c'est pas ce qui nous intéresse, mais de plus de savoir structurellement toutes ces choses. Et du coup, il y a une troisième personne qui est rentrée dans le débat pour faire plus une critique un peu plus, entre guillemets, qui dit en gros que la personne ne comprend pas, et cette personne, c'est une personne qui a plusieurs masters et tout, qui dit que qu'il comprend pas pourquoi j'attaque l'humour et que je suis personne pour interdire à quelqu'un de faire de l'humour et que je suis pédante, etc., et que je suis une horrible personne. La réalité, c'est que, et on va le voir au fur et à mesure du live, sur les recherches que j'ai pu faire et sur toutes les choses qu'on va discuter, que il y a 2 grands, duels voilà, dans les sciences. Un côté, les gens qui sont plus, libéraux et de droite disent que l'humour n'est absolument pas un outil de domination et les penseurs qui sont plus de gauche, même des fois, de gauche progressiste, etc., qui disent que quand même l'humour, c'est un outil de domination. Je pense honnêtement, et je le dis comme je le suis, ce que je suis en train de faire maintenant et faire des analyses où j'analyse des gens avec des trucs sociologiques, c'est un outil de domination. Voilà. Genre, moi, je prétends pas ne pas utiliser d'outils de domination, je prétends pas de sortir du système. Je suis de gauche, je suis une grosse gaucho, et évidemment, mes intérêts là-dedans sont aussi militants. Là, oui, la vulgarisation est aussi un outil de domination, l'humour aussi. De toute façon, c'est des choses que tu acquiers ou que tu as, mais qui restent quand même des privilèges. Et évidemment, dans cette carte du privilège de qui a le droit de faire des blagues, etc., ou qui a le droit de faire la vulga, on nuance encore à l'intérieur, évidemment, puisque nous, on parle de structure. Voilà. Je peux comprendre que, en fonction de ton milieu, etc., tu sois plus ou moins en danger de dire qui tu es politiquement, surtout sur Internet. Cependant, quand tu fais des critiques et que tu critiques des gens sur la politique, politiquement, en reprenant et en éludant tout le côté politique du propos, là, tu vas sur un terrain où mon petit, ma petite ou mon humain que tu es, tu ne peux pas. C'est injuste. Parce que, évidemment, la critique de l'humour est politique. Évidemment, toute critique est politique. Évidemment, tout ce qu'on fait est politique. Et voilà, quoi. Bonjour. Mais surtout, ça me termine parce qu'ils sont quand même minoritaires, non, les aristos. Mais alors, c'est ça. Ça, c'était une des critiques que j'ai eues, de dire...
En fait, c'est pas une classe, les aristos, et c'est tout à fait vrai, donc ils sont pas dominants, ils peuvent pas dominer, etc. Et c'est une critique qui s'entend totalement, parce que, voilà, mais le problème, c'est, excusez-moi, de façon factuelle, quand tu vas sur internet, sur YouTube, tu tapes « avoir les codes de l'aristocratie », quels sont les codes? C'est des vidéos qui font des milliers de vues, et la personne qui a fait la critique, et on va y revenir après, son gagne-pain, c'est de parler des aristos. J'ai l'impression que je hurle, mais je hurle en fait, je hurle dans vos micros là, parce que j'ai les écouteurs. Et quand tu tapes avoir les codes des prolos, il n'y a pas de vidéo YouTube, ça fait pas rêver, faut arrêter 2 minutes de faire croire que l'aristocratie, il n'y a pas tout un truc de culture légitime autour. Je trouve que c'est d'une mauvaise foi. En fait, genre oui, ce n'est pas une classe sociale, l'aristocratie, en tant que telle, mais ça l'a été il y a un temps, aujourd'hui non. Cependant, on est dans une France où l'extrême droite bande à mort l'aristocratie avec ce truc de « oh là là, de la noblesse et tout, on pourrait peut-être avoir des titres, etc. etc. » Deuxième chose, on est dans un contexte politique où la police va être armée, où nos médias sont pris par des gens de plus en... Enfin, les médias sont majoritairement détenus par l'extrême droite. Au bout d'un moment, on a le droit de se questionner sur ces aristocrates qui pop là et qui commencent à nous rebalancer leur culture et qui sont soutenus majoritairement par des gens d'extrême droite. Et c'est ça que je pointe et c'est ça qui me rend fou parce que, en fait, tous ces mots juste pour pas avoir le fond. Et ce qu'on m'a reproché, c'était encore une fois la forme. La fucking forme. Et c'est là où je vous dis souvent, on utilise trop de mots. À gauche, on met beaucoup de mots. On utilise des mots, des nuances, des suites et ça. On est là à dire oui, c'est pas le bon mot, peut-être, mais on s'en fout, le problème de fond reste le même. Je suis totalement d'accord, mais je vois aucune personne à droite qui s'affirme clairement sur ce point. Tout à fait. Et je remercie Cupcake. Merci. Une pause débat sociaux, c'est parfait. Alors que les vidéos sur le code prolétariat, ça marche pas. Voilà. Ça vaut le coup de débattre avec des gens qui vont te dire que tout n'est pas politique. Eh bien, non. C'est pour ça que je fais un live avec vous. En fait, parce que je me suis dit... En fait, j'ai répondu à la personne, et on va en parler, parce que moi, ce qui me gêne avec cette personne, précisément, c'est que j'ai toujours pensé qu'elle était de gauche. Je parle pas de Violaine, je parle de Samy. J'ai prévu des choses. J'ai une tasse Starbucks. Voilà. Nous sommes plein de dissonances. On est sans un système, je l'ai depuis que j'ai 20 ans. Voilà, c'est ma tasse de droitarde. Que je dis tous mes biais parce qu'après on dit ouais, les sociologues, ils disent pas leurs biais et tout. En fait, on est les seuls à les dire. On est les seuls à affirmer nos militantismes et tout. Ça va, c'est bon. J'en ai marre de prendre des pincettes tout le temps. Pour se mettre en jambe, on va faire quelque chose de très scolaire et on va regarder Bourdieu. Et il y a pas mal de critiques associées à Bourdieu et tout, et c'est ça qui va ressortir puisque politiquement, on va parler d'humour, de distinction et tout. Mais globalement, on observe que les inégalités de réussite scolaire ne sont pas expliquées complètement à partir des inégalités économiques. Globalement, il y a quelqu'un qui dit Bourdieu, il est pas facile à comprendre. En fait, oui. Et c'est là où il y a un truc aussi à déconstruire, etc. C'est qu'il y a beaucoup de critiques sur Bourdieu qui sont faites sur le fait qu'il soit inaccessible. Cependant, les gens qui vont critiquer Bourdieu, c'est des personnes qui n'ont pas lu Bourdieu. Parce que, évidemment, inaccessible entre guillemets. Donc c'est un peu un combat intellectuel de dire en fait Bourdieu il disait ça et en fait non mais si on le comprend pas, etc. Moi je pense, et c'est très très personnel, il y a plein de choses avec lesquelles je suis en désaccord avec Bourdieu, ça fait partie, en fait c'est un peu une base pour comprendre des choses, mais évidemment il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses qui ont changé, notamment dans ses classifications, etc. Il y a même des femmes hein, qui ont repris ces termes, il y a Lahire qui a été aussi à nuancer ces termes, etc. Mais je trouve que c'est quand même une base où il faut avoir conscience qu'elle existe pour pouvoir ensuite la nuancer, parce que évidemment ce qu'il a dit à l'instant là-bas, c'était pas la même à l'instant ici. Aussi, lui, son livre, et c'est là où c'est très personnel, je pense qu'il l'a écrit à viser des dominants, avec donc un langage de dominant, parce que il s'est peut-être dit que il fallait expliquer ça aux dominants, parce que peut-être qu'en sachant ça, ils allaient se rendre compte des choses. Peut-être on peut se dire que naïvement, voilà, parce que dans son livre La Distinction, dedans, il y a pas mal de petits pics et de petites sous-entendus un peu piquants destinés aux bourgeois, en fait. Et parce que c'est un livre qui leur est adressé. La Distinction, c'est pas un livre où Bourdieu fait genre
j'utilise des métaphores sexuelles, mais des gorges profondes à la bourgeoisie. Au contraire, c'est un livre qui est critique de la bourgeoisie et qui a à destination d'être lu par la bourgeoisie. Il a laissé un ancrage qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, dont moi, vulgarisent Bourdieu. Notamment, il y a aussi la BD et ainsi de suite, parce qu'on a compris que les dominants qui vont vouloir comprendre Bourdieu, la fille qui a écrit la BD, elle a 100% conscience d'être une bourgeoise, elle a 100% conscience d'être dominante, et c'est aussi pour ça qu'elle a voulu le rendre accessible. Pour des raisons qui lui sont propres et que Bourdieu analyserait avec humour, parce que dedans, il parle des gens qui vont reprendre ces trucs, notamment les bourgeois qui vont se réapproprier son travail, etc. Il fait des vannes sur ça. Faut se dire que le mec, il était quand même un peu dans le futur. Et ce que je trouve un peu injuste, c'est que souvent, on dit oui, mais la sociologie, c'est une grille de lecture parmi beaucoup d'autres. Ce qui est vrai, c'est une grille de lecture, comme voilà, les sciences sociales sont des grilles de lecture. Mais la sociologie, c'est quand même une grille de lecture qui recoupe beaucoup de choses, parce qu'on prend en considération les sciences économiques, on prend en considération l'histoire. En fait, il faudrait remonter à la genèse de la sociologie, mais à la base, il y avait la sociologie, et ensuite, il y a des choses qui ont décliné de la sociologie. Mais par là, si on attaque la sociologie comme étant une non-science, on peut dire que l'économie et donc le système capitaliste se base sur une non-science. Parce que c'est une science molle, l'économie, ce n'est pas une science dure, c'est une science sociale. Et donc, toutes ces questions-là de légitimité, etc., mais c'est un bourgeois aussi en même temps. Alors non, Bourdieu, il n'est pas considéré comme bourgeois de base, c'est un petit bourgeois. Il n'est pas né dans la bourgeoisie. Mais ça fait partie des rares cas, parce qu'il faudra aussi en parler du truc de transfuge, de tout le monde se sont transfuges, etc. Mais voilà, il y a un truc avec le transfuge, le fait de suivre le chemin et de faire la promotion de l'école et d'être scolaire, etc. Oui, évidemment qu'il y a des critiques à faire sur ça. Et en plus de ça, ensuite, Bourdieu, il a fait pas mal de textes qui sont un peu plus accessibles, mais le problème avec la sociologie, un des problèmes majeurs, c'est qu'on n'est pas pris au sérieux. Et comme on n'est pas pris au sérieux, alors que tu lis des textes de Bourdieu il y a, je sais pas, 30 ans, 40 ans, et que tu vois qu'il a réussi à prédire exactement politiquement ce qui se passe aujourd'hui, voilà, quand tu vois qu'il y a des pays qui l'interdisent aux États-Unis, notamment des pays enfin des endroits très très à droite et qui brûlent les livres de sociaux, tu dis pourquoi tant de mal si, enfin je veux dire, et c'est ce que je disais la dernière fois, est-ce que vous avez déjà vu des gens livrer brûler des livres qui parlent des signes astrologiques? Donc bref, il y a plein de questions et des questions politiques, et du coup on associe tout le temps les sociologues à gauche, mais il y a des sociologues de droite aussi. Voilà. Tout ça pour dire que la sociologie, c'est une science qui est tout le temps décrédibilisée. Pourtant, dans les faits, il y a pas mal de choses qui ont été écrites en sociaux et qui sont prouvées aujourd'hui. Il y a pas mal de choses qui sont encore hyper intéressantes à utiliser. Et évidemment, c'est une grille de lecture sociale que, évidemment, je considère être plutôt intéressante. N'importe quelle science sociale que tu utilises, enfin je veux dire par exemple un ingénieur qui accepte de travailler sur X projet plutôt sur Y projet, c'est politique. C'est politique, tout est politique. Chaque chercheur est politisé. Enfin, je veux dire, il faut aussi arrêter. En fait, ça me saoule de tout le temps mentir et tout dire la socio, gna gna, mais tout est comme ça. Pourquoi la socio plus qu'un autre, en fait? Bref, en fait, il y a ce qu'on appelle, et ce qu'il appelle, une culture légitime. Aussi, je vais m'amuser à tout nuancer parce qu'on est en live et que j'ai le temps de faire, mais culture légitime, ça veut dire, parce que si on n'utilise que le mot culture, ça voudrait dire que les classes populaires ont une culture. Les classes, tout milieu a sa culture, un entre-soi, avec ses codes, ses règles, etc. Ce que Bourdieu appelle donc culture légitime, c'est une culture qui est légitime, je veux dire. Et quand, moi, si j'ai pris la peine de commencer à parler de Violaine, à la base, c'est pas parce que je la déteste, pas du tout. À la base, moi, j'étais tombée sur ces petites boutades, et au début, j'étais un peu en mode hihi, ok, ouais, c'est de l'humour sur les aristos et tout, un peu drôle et tout. Et en fait, j'ai commencé à avoir popé des interviews, et notamment, si tu vas sur Internet et que tu tapes aristocratie par exemple, alors si vous tombez directement sur elle en fait. Et donc moi ce qui m'a intéressée c'est, et ça va y revenir puisque dans l'humour il y a eu des textes de tout ça, cours de bonne manière entre guillemets, donc ils ont quand même mis ça avec entre guillemets, et du coup elle va faire une interview où elle parle un petit peu de son quotidien, parce que elle ne fait pas que de l'humour aussi, elle passe sur des plateaux, je sais pas pourquoi, parce que genre il y a un truc de un peu bander l'aristocratie, hein, on en est là. Pourquoi inviter des aristocrates, parler de... Ça serait quoi la culture illégitime de manière générale? Aller au PMU, culture illégitime.
laisser les enfants, enfin avoir les écrans plutôt que des jeux de société, faire par exemple, il y a des sports, genre du piano, de la guitare, en fonction de ça, en fonction des trucs que je peux vous dire culturellement, vous savez si c'est légitime ou non. Vous savez, voilà, le jogging, il est en train de se démocratiser et ma vidéo, on en parle dans ma vidéo sur le vêtement qui est pas encore sortie. Et on peut dire, bah, ok, elle parle de sa culture, c'est cool, on peut pas lui interdire de parler de sa culture. Et ça, oui, oui, on va pas, voilà. Les commentaires, en gros de gros, ils disent que du coup, elle est agréable, elle est mignonne, elle est lumineuse, elle est douce. Déjà, c'est trop bizarre. Bref, en tout cas, elle a ce truc de la féminité douce, etc., etc. Ah oui, parce elle est catho. Évidemment, elle est aristocrate et catholique. Donc voilà, donc les gens, ils sont en mode, elle est formidable, même si elle est noble, elle parle avec simplicité et sans manière, très beau portrait, elle est très élégante, je la vois très bien interpréter un rôle d'aristocrate à la télé. Moi, j'ai été en amitié avec des nobles qui avaient perdu leur fortune, ils étaient néanmoins très agréables. C'est un plaisir d'écouter cette jeune fille intelligente et bien élevée. En fait, elle a les codes de la culture légitime, sinon elle se ferait insulter. Je mets une candidate de télé-réalité, les commentaires en dessous, c'est pas du tout la même ambiance. Et c'est en ça que la culture légitime ou non, elle est considérée comme avoir les bonnes manières. Et si tu dis bonne manière, c'est légitime. Là, c'est même pas de la sociologie, c'est genre de la linguistique. Il y a beaucoup de fois où on m'interprète des trucs de sociologie qui sont juste du linguistique. Père bien éduqué, bon bref, beaucoup d'humanité qui ressort, etc. Et peut-être vrai, hein, je veux dire, ça, c'est pas du tout ce que je remets en question. Je dis juste que elle a accès à la culture légitime. Je sais même pas pourquoi je vous essaye de vous justifier ça, parce que je pense que vous êtes plutôt d'accord là-dessus. Voilà. Le sport ou le niveau des répartitions des richesses. Mais tout à fait. Il y a des grandes cases. Genre le tennis, c'est une grande case, mais évidemment, dedans, si tu zoomes de façon... parce qu'en fait, il y a le macro, c'est la société. Ensuite, t'as le méso, c'est le groupe. Et ensuite, t'as le micro, l'individu. Moi, je faisais une critique méso, voire macro. Ce qui, voilà. Et Violaine, elle répondait de façon miso. Le plus petit micro. Et sa réponse micro, elle est totalement légitime, mais ma critique, ça n'annule pas du tout ma critique derrière, enfin, mon analyse du groupe. La diversité, ça nourrit pas la culture. Alors si on dit que les grands dominants, parce que évidemment Violaine, elle est pas tout en haut de l'échelle, hein, ça serait aussi mentir de dire qu'elle est tout en haut, les grands dominants sont capables de faire un omnivorisme culturel, c'est-à-dire qu'ils vont savoir s'habiller, quoi écouter ou quoi dire, etc., etc., avoir les codes un peu n'importe quel endroit où ils vont. Après, il y a des choses dites légitimes qui peuvent être précarisantes, genre juste la musique et l'art. Alors oui, mais on parle pas d'argent, là, on parle que de culture, parce que la culture, enfin, la petite bourgeoisie, qui a donc la culture, qui détient l'éducation, qui détient ces choses-là, voilà, sont des gens précaires. Sont des gueux, hein. Enfin, je veux dire, faut pas mélanger les deux, genre. C'est juste que dans le groupe des gueux, il y a ceux qui détiennent de la culture légitime et ceux qui en détiennent pas. Et évidemment, c'est un truc de dire la culture c'est précarisant, oui, mais ça c'est un truc micro. Au terme méso, la culture est un avantage. En termes du groupe, là, avoir de la culture est un avantage. Par exemple, même si vous prenez le travail du sexe, donc les TDS, bah, t'as celles qui se prostituent et qui sont souvent des minorités, etc., qui sont dans la rue, et celles qui ont le plus de capitaux, qui vont le faire sur Internet, avec notamment, il faut avoir un ordinateur, une connexion, etc., etc. Ce n'est pas les mêmes capitaux, pourtant c'est la même pratique. Et d'une pratique à une autre, il y a des pratiques qui divergent. Et c'est en ça où on parle souvent de groupe et pas d'individus. C'est quoi l'aristocratie ? L'aristocratie est une philosophie et un système politique apparu il y a très longtemps dans la Grèce antique. Le système s'est propagé en Europe, mais il a légèrement changé. La démocratie a disparu et il est devenu héréditaire. Leur influence politique leur a permis d'accumuler des richesses, ce qui ne plaisait pas trop aux bourgeois. Les aristocrates étaient connus pour leur mode de vie luxueux et assez provocateur, et leur manque de responsabilité envers les classes inférieures, les pauvres. Ce qui a causé des grandes révolutions dans l'histoire. Des révolutions qui voulaient mettre fin au pouvoir de l'aristocratie. Aujourd'hui, ils sont plus là, mais excusez-moi, s'ils peuvent revenir sur le devant de la scène, vous pensez vraiment qu'ils vont dire non, ça nous intéresse pas? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Donc, en fait, l'argument, moi, c'était de dire que
globalement, le fait de faire de l'humour et de diffuser ces normes un peu comme légitimes, c'était indirectement, un moyen de se légitimer auprès des gens et de rendre un peu inoffensif et accessible, l'aristocratie et je reste, là-dessus. Je dis pas moi j en plus dans la vidéo, je dis pas que c'est bien ou c'est mal. Évidemment, après j'ai un avis, évidemment. Mais, je dis juste que, l'outil est un outil de domination, enfin l'humour est un outil de domination et donc, on m'a un peu chopée en me disant: «Bah prouve-le». Si tout est politique, tout peut être un outil de domination. Intéressant. Mais est-ce que tout ce qui est politique est un outil de domination? Ouais. C'est une, bonne question. Donc c'est cette vidéo, de Samy son point et lui donc du coup attendez je vous montre un peu son Insta de base. Il est, écrivain, voyageur, juriste et historien d'art, go muscu assumé et cetera et il a en gros de ce que j'ai compris, 3 licences, 2 masters, enfin très scolaire aussi et son truc à lui à la base c'était le voyage et ensuite il s'est mis à faire des, vidéos où il, parle de notamment il a parlé de Violaine aussi, où il fait un peu tout l'arbre généalogique des aristos, où il parle de qui est en lien avec qui, et notamment, il s'est fait connaître au moment aussi où il a parlé de Bardella et de sa princesse, etc., etc. Et donc, voilà, il va un peu déchiffrer les arbres généalogiques, etc. Je crois qu'avant, il était prof d'histoire. Et voilà, donc il a fait cette vidéo. Est-ce que vous avez vu... Comme j'avais déjà regardé ces vidéos, je me suis dit, ok, pourquoi pas? Pourquoi être contre la domination? Parce qu'on veut un système équitable pour tous, puisque les dominants sont majoritairement des hommes blancs bourgeois. Je veux pas laisser... Enfin, non. Enfin, je veux dire, tu demandes ça à une meuf issue de milieux non privilégiés de te demander pourquoi on veut pas se faire dominer, je sais pas, parce que je suis pas un clébard qui mange des miettes. Parce que j'ai du respect pour moi-même, parce que... je sais pas. Ah oui, voilà, pourquoi son code c'est le short et le Marcel? Alors parce que, en fait, sa take à lui, donc de ce que j'ai compris, il reprend un peu les codes des potins, etc. Un peu ça pourrait être un peu le gossip YouTube de l'aristocratie. Donc il prend un peu le code des gens, les codes un peu populaires, genre en mode je fais à manger, enfin des trucs pas populaires mais du quotidien, genre en mode je suis quelqu'un de simple et de basique et tout et tout. Et c'est un peu ce truc de rendre de créer un truc d'accessibilité. Après, je pense qu'il est comme ça au quotidien et qu'il joue pas un rôle, je pense que c'est juste sa personnalité. Mais du coup, il fait un mélange entre, voilà, ça, plus en même temps, le format, c'est vraiment, il utilise pas il fait de la vulgarisation. L'air de rien. Là, on est sur un air de rien parce que il est pas, je sais pas s'il assume tous ces trucs politiques, etc., mais voilà. Et c'est marrant parce que, on va en parler parce que lui-même va reconnaître que c'est lui qui donne la légitimité. Ben, déjà, un ego, mon gars. Parce qu'à un moment, il dit que c'est lui qui donne la légitimité à Violaine de Pin parce que sinon, elle avait pas raconté son arbre généalogique. Après, c'est peut-être vrai. Mais du coup, ça veut dire qu'il participe à un système que je dénonce. Et du coup, ça m'explique pourquoi il a aussi répondu comme ça et pourquoi il a été sur la défensive. Donc, je voulais juste ça, comme ça, et on va s'en servir notamment pour aller réfléchir et aller chercher des écrits et des sources. Le bif qu'il y a en ce moment entre Léa Chou et Violaine de Pinsto-Cocalière. Le fait qu'ils disent aussi, vous avez vu le bif, nanani, nanana, etc. Il utilise vraiment tout un vocabulaire, parce que alors oui, juste, pour juste cloisonner un peu sa critique, etc. Je promets pas de ne pas être condescendante. Je ne le promets pas. Je le promets pas, mais ma règle c'est, j'ai le droit de l'attaquer de façon condescendante sur les choses pour lesquelles il m'a attaqué. Je réponds au mépris et au sarcasme par le mépris et le sarcasme, mais j'irai pas l'attaquer individuellement sur des choses qu'il ne m'a pas reprochées ou sur d'autres sujets. Voilà, je pense que c'est de fair play bon gré, mal gré. Voilà, de toute façon, que je sois condescendante ou pas, on me le reproche tout le temps. Je préfère le dire, donc... Vu que, globalement, là, le taillade a été sur le fait que de ma façon de m'exprimer, lui, ce qu'il... Gros... La même cible. Moi, ma cible, c'était, comme on dit, ceux qui avaient accès déjà à des concepts de sociologie. Lui, son public, c'est plus les gens qui n'ont pas accès à ça, puisqu'il utilise un vocabulaire très, 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 très vulgarisé, notamment avec des codes, etc., qui sont beaucoup associés plus à de la culture pop. La take est folle de dire tout le monde peut réussir sa vie. En fait, il y a des dominants
qui ont la majorité des capitaux et il y a des dominés. Dans un système capitaliste, le système fonctionne parce que les dominés travaillent pour enrichir les dominants. Vous travaillez pour enrichir votre patron. Vous travaillez pas pour vous enrichir vous-même. Pour enrichir un patron qui est lui-même individualiste et qui, en plus, va vous enrichissez quelqu'un. Vous trimez à enrichir quelqu'un. Et à côté de ça, vous avez un salaire de misère qui vous permet à peine de survivre, à peine de partir en vacances, à peine de vous nourrir, vous êtes en train de vivre la canicule, et vous me dites que non, il n'y a pas de problème. Par contre, vous pensez vraiment que les dominants, ils ont intérêt à ce que les gens d'en bas, ils puissent monter socialement? Si tout le monde est riche, qui travaille en dessous? Comment le système fonctionne s'il n'y a pas des esclaves, en fait? Sans esclaves, le système fonctionne pas. Donc non, tout le monde ne peut pas devenir dominant, en fait. C'est quasi personne ne peut. C'est un truc héréditaire. Et on parle plus d'héritocratie, et on pourrait en redébattre, et je pense que je vais faire un réel dessus, que de méritocratie. Et l'aristocratie, c'est un système héritocratique. Et on y est en France, hein, plus ou moins dans un système héritocratique. Hein. J'ai des patates, mais je peux pas m'empêcher d'en parler. Violaine de Pince de Cocalière, elle fait de l'humour sur son propre milieu social, tu vois. Et elle se fait... Et ça, c'est vrai, on a le droit de faire de l'humour sur son propre milieu social. Nuance, attendez. Épinglée par la Léa Chou, justement à cause de ça. Parce que soi-disant, faire de l'humour sur son propre milieu social, ce serait essayer de réaffirmer des logiques de domination et d'oppression. Ok, exemple tout basique. Moi, je viens d'un milieu populaire raciste. J'ai été éduquée dans le mépris de l'autre, j'ai été éduquée dans des logiques de classisme, de domination, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Pourtant, je viens pas d'un milieu privilégié, mais j'ai appris les codes des dominants parce que mes parents voulaient que je m'en sorte dans la vie et que pour eux, le mieux, c'était donc de m'apprendre la méritocratie, d'apprendre comment on écrase quelqu'un, comment on humilie quelqu'un, et comment on se distingue des autres. Parce que, comme on n'était pas très haut sur l'échelle, fallait bien qu'on se distingue. Donc, faire de l'humour sur son milieu, c'est par exemple, c'est le dernier réel de Violaine qui fait un truc de, elle regarde des cartes d'invitation et elle dit, parce qu'elle dit aussi qu'il n'y a pas de volonté de domination, qu'elle fait ça de façon neutre, etc. Donc elle regarde les invitations, elle dit, lui c'est un gueux, bon, lui il va se marier avec un roturier, ah là là, et tout, elle fait ça. Imaginons, moi je vous dis, je reçois des invitations, et je dise, ah lol, l'autre elle va se marier avec un noir, tu vois. Et après ils disent bah quoi, c'est des blagues sur mon milieu. Moi ma mère à mon époque elle m'aurait dit ah toi tu fréquentes pas des hommes noirs hein franchement mais c'est de l'humour parce que je vais me foutre de la gueule de ma mère qui dit ça. Cependant c'est hyper violent. Ça veut dire quoi que les gens en face ils le reçoivent en fait. Je fais pas que parler de mon milieu, réaffirme sous le ton de l'humour un truc qui est raciste. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu fais de l'humour sur ton milieu que tu ne reproduis pas des logiques de classe. Tu peux faire de l'humour sur ton milieu et critiquer ton milieu, mais quand tu utilises les codes de l'humiliation de ça, t'es un peu en mode, ok, genre, c'est une logique de domination. Donc oui, tu peux faire de l'humour sur ton milieu, y a pas de souci. Cependant, quand tu commences à faire des trucs hyper racistes, hyper classistes, et que tu le légitimes selon, oui, mais c'est une critique de mon milieu légitime, oui, mais quand tu le dis, tu refais ce truc d'avoir une take qui est problématique. Si vous voulez, elle fait pas de l'humour de classe, etc., mais elle fait de l'humour sur les gens qui n'ont pas la culture légitime, et elle dit pas si c'est mieux ou c'est pas mieux, mais en tout cas, elle, indirectement, donc oui, on peut faire de l'humour sur soi sans reproduire des dynamiques de violence de quoi que ce soit, hein, que ce soit de genre, de classe ou de race. Et par exemple, l'humour sur les femmes en mode haha, quelle est la différence entre nanani nanana, c'est bon, ça fait longtemps qu'on en rigole plus, alors que le mec il pourrait dire bah quoi, moi dans mon quotidien, c'est bien ce que je fais avec les femmes, donc c'est de l'humour sur mon quotidien, je vois pas le problème. C'est quoi cette take désastreuse, genre ok. Une vidéo réponse pour en parler justement. Hein, alors qu'elle a pas fait de vidéo réponse quand j'ai détaillé son arbre généalogique. Je sais pas pourquoi, tu vois. Oui, je suis jaloux. Ça en dit long. Alors déjà, moi, c'est genre, t'es en mode, tu veux quoi, de l'attention des aristos, t'es la pick-me des aristos, c'est quoi le bail, en fait. Ça, c'est une take très piquante. Oui, voilà, je le dis. Voilà. C'est dit, au moins. C'est honnête, c'est honnête. Vous savez, je passe plusieurs heures, hein, au moins 4, au téléphone avec ma meilleure amie tous les week-ends, et c'est une communiste assumée, hein. Attention, on va avoir j'ai une amie communiste, donc je peux parler d'un sujet. Je connais, personnellement, c'est pas ami, mais je connais personnellement des aristocrates avec qui j'ai déjà fait des petits repas. J'ai des amis aristocrates, mais... De chez communiste, genre vraiment, tu vois. Et donc, ces histoires de logique de domination et ces histoires... Le fait de mettre communiste et outil de logique de domination, c'est faire un amalgame entre sociologie et communisme. Ça veut dire que ça sous-entend que les communistes et les sociologues sont la même chose.
Sauf que les critiques sociologiques et les communistes ne sont pas en accord. Les sociologues se font grave choper la veste par les marxistes, se font grave choper la veste par les communistes. Donc, de faire l'amalgame, de dire comme ça publiquement que communisme et sociologie, c'est la même chose. Là, si ta meilleure amie est vraiment communiste, donc t'es exact, en fait. Ne fais pas ça. C'est que t'as rien compris, reste plus longtemps au téléphone avec elle, en fait. Parce que si tu confonds communisme et sociologie, c'est que il y a une notion que tu saisis pas. C'est peut-être la sociologie que tu saisis pas, j'en sais rien. Il a fait un barbecue avec Fabien Roussel. De mépris de classe, etc. Mais le mépris de classe, c'est alors, le mépris de classe, le classisme, et là, on va pouvoir mettre un petit peu les trucs, c'est une take sociologique. C'est un concept sociologique. Donc, ça a une définition sociologique. Ensuite, si vous voulez changer la définition d'un mot, bah, ça vous appartient, mais sociologiquement, c'est un mot sociologique qui définit donc, et c'est, il faut que je vous raconte mon embrouille avec Claude sur ça. Parce que la question qui revient beaucoup dans le classisme, c'est est-ce que on peut être classiste envers les aristocrates. Mais ça questionne pas que ça. Ça questionne de est-ce que le sexisme, on peut faire du sexisme anti-homme? Est-ce qu'on peut être du racisme anti-blanc? C'est toutes ces questions, en fait. Si on renie le classisme comme étant un truc de domination, alors, sociologiquement, ça veut dire ça. Hein. C'est dominant sur dominé. Ça marche pas dans l'autre sens. Le mot était utilisé dans ce sens-là, pas dans un autre sens, ok. Cependant, donc le débat, notamment individualiste et très libéral sur ça, c'est de dire bah oui, mais moi je vis, etc. Du racisme anti-blanc, du classisme anti-riche, du truc, etc. Donc on confond discrimination qui existe, hein, genre tu peux te faire insulter pour plein de raisons, et classisme et racisme et sexisme qui sont donc des logiques qu'on appelle systémiques. Ce n'est pas individuel, c'est un truc méso qui appartient au groupe et même un truc macro qui appartient à la société. C'est-à-dire que la société est faite pour être systémiquement mettre des freins aux femmes, aux personnes racisées et aux personnes pauvres en fait. Voilà, tout simplement. Et que du coup, ça marche comme ça. La logique de domination, ça marche pas dans l'autre sens. Donc voilà. Donc j'en reviens à Claude où j'ai essayé de débattre avec lui de ça parce que, évidemment, j'essaye de pousser mes argumentations au plus loin. Et donc j'ai demandé à Claude et Claude m'a dit que le racisme anti-blanc existe. Et donc m'a dit que du coup le classisme, tout ça. Et donc ça a été le début de la conversation et du coup j'ai commencé à lui dire prouve-moi ça, prouve-moi ça. Est-ce que si tu me dis que c'est une phrase sociologique, prouve-moi ça, etc. Et il me dit qu'il y a des sociologues qui ont dit que le classisme inversé, ça existait, et que du coup, oui, le classisme envers les riches, ça existe, et le racisme anti-blanc, ça existe. Et quand je lui ai demandé de me dire les gens qui définissent le racisme, il m'a cité des auteurs, il m'a dit il y a ci, il y a ça, etc. Par contre, quand je lui ai dit, ok, maintenant, vu que tu m'as dit que ça existait aussi à l'inverse, quels sont les auteurs qui ne disent pas que le classisme existe, enfin, qui sont un peu en mode classisme inversé. Et ben en fait, il n'y avait pas d'auteur. Il n'y a aucun auteur. Et je lui dis, alors pourquoi tu me dis que ça existe le racisme anti-blanc ou ça, si scientifiquement, en tout cas sociologiquement, et vu que c'est un truc sociologique, c'est quand même notre domaine, donc c'est notre mot, c'est quand même nous qui décidons, enfin, pas nous, mais la sociologie qui en fait consensus. Et donc, en consensus, le mépris de classe, c'est comme le racisme, c'est comme le sexisme, c'est des trucs systémiques qui vont du dominant vers le dominé dans l'autre sens, ça existe, cependant, ce n'est pas du sexisme, du racisme, etc., c'est de la discrimination. Voilà. Ce n'est pas systémique, ce n'est pas le système entier qui bloque. Et ça, il faut arrêter de... En fait, individuel vs collectif, ce n'est pas la même force de frappe. Léa dit des trucs trop vite, on n'a pas le temps de pré-shot. Je suis une arbalète. On dit pas que la discrimination n'existe pas, on dit juste que le mot sexisme, classisme ou racisme sont pas des choses individuelles. C'est donné parce que c'est le système. C'est quand le système est d'accord. C'est-à-dire que... genre, si tu t'appelles Mamadou et que tu loues un appartement ou que t'as un nom avec un nom arabe, quand tu vas louer un appartement, trouver un emploi, t'auras moins de chances que si tu t'appelles Léa et que t'as un nom qui est pas du tout... qui est un nom blanc, tu vois. Genre, après, moi, j'ai un nom anglais. Mais je suis pas discriminée parce que j'ai un nom anglais. Donc... voilà, si t'es une femme, tu vas pas avoir les mêmes chances pour des postes, etc., etc. Il faut arrêter de voilà. Alors évidemment, nous ils vont dire oui, mais il y a des femmes qui détestent les hommes. Oui, mais là on parle de systémique, système.
C'est pas individualisme. Et le libéralisme, il nous a trop aussi là-dessus. Il y a beaucoup de takes de dire oui, mais quand tu parles de telle chose, etc. Et on confond vraiment individualité et groupe. Et il y a beaucoup de militants, je trouve, qui font un peu du purisme individualiste en disant oui, mais toi, par exemple, bah tiens, t'as une tasse Starbucks, t'es une mauvaise militante, tu peux pas faire ça, etc. Et ils confondent vraiment le truc de individualité parce que il y a des chemins de vie et la pluridisciplinarité, notamment l'AIR en parle beaucoup, qui font qu'on arrive à être qui on est via des choses. Mais individuellement, ce n'est pas collectivement. Bref, vous avez compris. Et à moins de vraiment sortir de ta zone de confort, tu en seras jamais victime. Sur Airbnb, je mets pas mon prénom. Ah, mais ça renie l'essence du mot classisme. Et encore au moins une fois par semaine. Donc c'est vraiment un discours dont j'ai l'habitude, tu vois. Oui, mais avoir l'habitude d'un discours avec... T'as l'air de le subir, hein. J'ai l'habitude. C'est pas parce que t'as l'habitude de l'entendre que t'es d'accord avec. Enfin, je veux dire, moi, j'ai aussi, j'avoue, des gens qui sont... bon, c'est pas des amis proches, mais dans mon entourage familial et même dans l'entourage de mon sud, des amis qui sont d'extrême droite. C'est pas tes amis, du coup. C'est des collègues, des connaissances qui sont d'extrême droite. Et qui m'expliquent, par A plus B, que la Terre est... En plus, pour le coup, c'est aussi des complotistes. Mais qui vont m'expliquer des trucs complotistes, etc. J'en entends parler, très souvent. J'ai entendu toutes les théories complotistes que vous voulez. Cependant, je ne suis pas d'accord avec. Je les entends. Et du coup, on en débat. Mais on en débat, je suis pas d'accord avec. Donc, ça veut pas dire que parce que tu l'entends, tu l'acceptes et tu le comprends. Je vais pas vous mentir, je pense que Léa Achou, elle cherche à trouver des problèmes là où il y en a pas. Ce qui fait que il a le droit de le dire, c'est parce qu'il a une amie communiste. Voilà, j'ai une amie communiste, donc je peux dire que ce que tu dis, c'est de la merde. Les deux s'accordent, parce qu'elles sont pas en désaccord sur tout. Ah ben oui. Et ça, c'est un vrai truc, c'est que je comprends pas pourquoi il réagit, d'autant plus que Violaine et moi, on est d'accord sur tout, sauf qu'elle a voulu dire que individuellement, c'était pas ce qu'elle voulait faire. Et que pour elle, elle ne reproduisait pas cette logique de domination, parce que personnellement, pour elle, c'était pas son but. Donc on est d'accord sur tout, sauf sur le fait qu'elle, elle va pas dire bah oui, mon but c'est de reproduire des logiques de domination. Enfin, même je pense même pas. En plus, je pense honnêtement qu'elle n'en a pas conscience et que le débat avec elle, il est honnête et je lui prête à Violaine vraiment une honnêteté intellectuelle que je ne retrouve pas là. Du coup, pourquoi ça l'énerve que je dise que l'humour est un outil de domination ? Genre, il y a pas de problème. Par contre, on va commencer à sortir la science parce que ça a l'air d'être un scolaire. On va sortir les sources parce que j'affirme pas ça pour. En fait, je m'amuse pas à faire un truc sur Violaine qui est une femme en plus qui a l'air vraiment pour le coup très mémé comme disent les commentaires. Je m'amuse pas à faire ça si je vois pas qu'il y a un truc problématique. Et on va en parler. C'est surtout que elle est suivie en grande majorité par des gens d'extrême droite et on va y revenir. Ce qui est paradoxal, c'est l'endroit sur lequel les deux s'accordent, parce qu'elles sont pas en désaccord sur tout. Par exemple, Léa Achou est tout à fait d'accord avec le fait que Violaine se dise de la classe. Alors non, je n'ai jamais dit ça. Et pour quelqu'un qui analyse les propos, j'ai dit oui, on peut être de classe populaire et non, j'ai pas dit ça. J'ai dit on peut être de classe moyenne et aristo. Et aussi parce que sociologiquement, nous, la classe moyenne, on parle de classe moyenne économique. Ça regroupe que ça. Et ce n'est pas classe moyenne, ce n'est pas un concept sociologique. C'est un concept économique que, en sociologie, on utilise peu ou en précisant classe moyenne économique. C'est un peu communiste qui dit que je ne crois pas en la classe moyenne et je ne crois pas en tout ça. Donc elle peut dire qu'elle ne l'est pas. C'est possible. Sauf que Violaine de Pince de Cocalière, à mon avis, elle dit qu'elle est de la Alors, là, c'est son avis. Classe moyenne. Parce que lui, son truc, c'est d'analyser les aristos. Donc lui, là, c'est son take et je lui fais confiance sur ça. Moi, j'en sais rien, Violaine, encore une fois. Je lui fais confiance, il a l'air d'avoir creusé le sujet. Vous savez, un petit peu comme Bernard Arnault qui dit qu'il est une personne aisée, hein, pour essayer de minimiser un petit peu son patrimoine, finalement. Ouais, ça se tient, s'il hérite et tout. Enfin, j'en sais rien. Après, moi, je vais pas demander sa fiche d'impôt à Violaine. Ce qui est le plus énervant dans ce que dit Léa Achou, c'est qu'elle se trouve en face de Violaine qui fait de l'humour sur là d'où elle vient. Je ne comprends pas. En quoi est-ce que ça peut être quelque chose de mal ? Être outil de domination et expliquer aux gens à quel point ils se trompent. Les études, on me disait, quand fais des études et quand tu feras des études, tu pourras dire ça. Mais pour l'instant, t'en sais rien, t'as pas fait d'études. Ensuite, j'ai fait des études, on m'a dit, ben maintenant t'es trop bourgeoise, tu peux plus parler parce que à chaque fois j'ai fait. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont venir te demander de prouver des choses tout le temps et je pense que ça, c'est un truc lié à
le fait que je sois une femme avec les codes scolaires, genre un peu, ça se voit que j'ai, en fait, ça se voit que j'ai l'impression que je doute. Les gens, ils ont toujours l'impression que je doute et que je sais pas de quoi je parle et que je suis comme ça, hihi, dans mon coin parce que j'ai ma personnalité qui fait que je veux pas affirmer des choses trop fortes parce que je pense qu'on peut se tromper, etc. Et parce que j'ai cette rigueur de me dire, évidemment que je peux me tromper. Cependant, va falloir que t'aies des arguments solides en face, quoi. Que si on commence à s'attaquer aux gens qui font simplement de l'humour, mon titre, on va dire, officieux de commentateur royal de TikTok. Oui, mais ça n'empêche que tu peux adorer les aristocrates, mon beau. Je suis peut-être la personne la plus républicaine dans la salle. Et vous ne venez pas dans mes commentaires Encore, ouais, pareil. à essayer de dire que j'essaie de défendre ces pauvres aristocrates, c'est pas le cas. Moi, non, tu défends pas les aristos, tu défends le classisme, tu défends le mépris de classe. Tu trouves que c'est ça que tu défends. L'aristocratie, non, tu défends toi-même. C'est toi-même que t'es en train de défendre. Et on va. J'essaie juste de défendre une nana qui fait son humour sur ce qu'elle connaît. Voilà. Mais encore une fois, moi, ma mère, quand j'étais enfant, elle me faisait des vannes sur les. Enfin, mon père me faisait des vannes sur les Noirs et les Arabes. Et pourtant, je suis pas sûre que si je faisais de l'humour en disant mes parents disaient ça, etc., et qu'on se marre ensemble, tu sois en train de me défendre, hein. Je suis pas sûre. Enfin, je pense que le problème, c'est pas l'humour, c'est le concept qui est le classisme. On a répondu qu'aux commentaires qui ont dit « T'as rien compris au message de Léa ». Et c'est là où ça devient intéressant parce que là, de base, moi, je vois sa vidéo et je me dis « Ok, c'est honnête, il comprend pas, etc. Il a l'air de pas comprendre ». Les gens commencent à mettre des commentaires et c'est là où je me dis « Je vais réagir en live » parce que ces réactions en disent long aussi sur ça parce que du coup, il y a quelqu'un qui lui dit là « Dommage que tu n'aies pas compris la critique de Léa ». J'ai eu vraiment... Alors, c'est rare qu'on me défende, hein. C'est rare qu'on me défende. Donc... c'est assez pour le souligner parce que moi si on peut me foutre si on pouvait me couper la tête aussi les gens ils s'en feraient un malin plaisir donc alors son propos c'est autour de la sociologie voilà donc il y a des gens qui reprochent ce qu'on a reproché de dire que le communisme et la sociologie c'était la même chose et il dit c'est une critique n'est pas une attaque, une critique peut être positive d'ailleurs. Dans la vidéo, Léa Chou ne détermine pas si c'est bien ou si c'est mal, etc. Donc, et lui là, il dit alors peut-être qu'il fallait le formuler autrement. Et là, on en vient à un air de la guerre qui est on va me reprocher la forme et non le fond. Et ça me pose un vrai problème parce que, encore une fois, c'est quoi cet argument de merde? C'est quoi cet argument de merde? Genre en mode c'est ma faute si la personne n'a pas compris le fond. En fait, au bout d'un moment, moi je pense que si t'as pas compris le fond, c'est parce que t'as besoin de faire la paix avec des choses avec toi-même. Moi je pense que c'est un problème d'ego. Parce que tu peux pas balayer l'argument de quelqu'un en disant j'ai pas compris, ça a été mal formulé, donc c'est elle la merde. En fait, on nous demande toujours d'utiliser des mots, alors que on s'en bat les couilles des mots, en fait. Je dis juste que l'humour qu'elle fait, ça ratisse l'extrême droite et que ça fait rêver d'une France d'antan et que sa communauté est globalement fait par des gens qui rêvent que l'aristocratie revienne au pouvoir et que symboliquement, elle partage une culture légitime à travers de l'humour et qu'en plus, elle reproduit des... Et donc, il répond jamais à mes messages. Il dit, elle a très mal formulé, Léa décrit ce qu'il se passe, etc. Bon, vraiment, j'ai eu des gens qui me défendent. Et là, il dit, c'est pas parce que tu le dis avec assurance que c'est une vérité. Ce n'est pas parce que tu dis qu'en mentionnant simplement son nom de famille, puisqu'elle ne le mentionne jamais son titre Violaine, ça, c'est mon boulot. Donc, il semble dire que c'est lui qui donne la légitimité à Violaine et assumer qui donne cette illégitimité. Qu'elle associe à une quelconque domination. Mais on s'en fout que ça soit toi ou Violaine qui donne le titre, en fait. C'est quoi ce truc-là? Genre, que tu le dises ou pas, ça change quelque chose, en fait. Genre, non. Elle s'appelle Violaine de Pince et de Pins là et elle fait de l'humour sur son propre milieu social. Genre, qu'est-ce que tu crois que... Pourquoi tu viens voler son lore, là à Violaine, là, c'est quoi ça? Il dit c'est une très mauvaise analyse à base de elle machin, elle bidule. Vraiment, on sent qu'il a des arguments contre moi là. Là, j'ai répondu parce que je me suis dit, peut-être que j'avais un truc à dire. Et donc, j'ai dit, je l'ai juste apporté structurellement parce que je ne veux pas la blâmer dans le sens où je suis sûre qu'elle est de bonne foi. C'est pas elle que je vise, c'est le système. Et ensuite, j'ai mis le problème n'est pas qu'elle fasse de l'humour sur son milieu, le problème c'est qu'elle fait des interviews où elle rend son quotidien désirable, le fait que sous couvert de l'humour, elle mette en avant et banalise cette France d'avant. Et ça, particulièrement adoré par les royalistes et des gens d'extrême droite. Si au lieu de Routhieri, elle disait noir, de suite on verrait le problème. Ici, on parle de lutte de classe, c'est une critique politique. Et donc, là, tout ça, il l'a pas répondu. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est que Violaine réponde et le fait de dire que publiquement, je suis une connasse parce que j'ai interdit Violaine de faire de l'humour. Donc,
Maintenant, on passe à une deuxième partie de live où on a utilisé ça pour parler d'autre chose qui est notamment l'humour. Hein. On va voir ce que dit la science, puisque je suis la folle du village et que je suis complètement conne et que je suis communiste. Voilà. C'est aussi avoir des informations sur tes ancêtres, sur tes décennies et des siècles. C'est quelque chose qui est attaché à la richesse. Quand on est classe populaire et d'autant plus qu'on accumule des caractéristiques discriminées, il est difficile de remonter aussi loin. Oui, et puis lui, il ne cesse de rappeler son arbre généalogique aussi. Hein. C'est... l'air de rien. Mais je pense qu'il a... J'ai l'impression que il a essayé de nous dire des choses plus sur lui que sur moi, là, dans cet extrait de vidéo, parce que... Alors, on va commencer par un truc qui est un article. Alors, il est en anglais, là, il est traduit, etc. Mais je vais vous lire les notes un peu de ce qu'il y a dedans. Si vous voulez aller voir complémentairement parlant et vous y intéresser, vous pourrez. Donc, voilà, c'est un texte de ces personnes que je vais pas vous dire parce que je suis dyslexique, mais c'est globalement des personnes qui sont spécialisées dans l'humour. Et vous savez que en tant que personne autiste et TDAH, l'humour, c'est un truc qui me passionne aussi parce que c'est quelque chose qui est pour moi un outil très intéressant pour sociabiliser avec des humains, vu que j'ai longtemps pas su si on rigolait de moi ou avec moi et longtemps mis beaucoup de temps à comprendre le second degré, l'humour, le sarcasme, etc., que je l'ai appris. À quoi sert l'humour, quoi. C'est un article sur ça. Je mets là et ensuite je vais vous expliquer globalement de quoi ça parle parce que je me suis fait un petit notion avec les grandes idées. Leur thèse principale dans cet article, qui est un article qui regroupe, c'est pas leur article de leur recherche, c'est un condensé de ce qu'ils ont pu trouver, c'est que double fonction, une arme pour les gens qui sont dominés, c'est-à-dire que ça permet de critiquer le pouvoir, mais c'est aussi une arme des dominants puisqu'ils utilisent pour ridiculiser, déshumaniser et maintenir les hiérarchies sociales. Et moi, c'est là où je mets l'humour de Violaine. C'est dans un but de maintenir des hiérarchies sociales. Par contre, c'est pas des catégories qui sont rigides. Un même humour peut fonctionner de deux façons selon les contextes. C'est qui le dit et comment le perçoit l'audience. Et c'est en ça que précisément j'ai pris la parole sur Violaine. C'est pas tant parce que ses takes à elle sont désastreuses ou parce qu'elle dit des mauvaises choses ou parce que c'est une mauvaise personne, etc. Mais parce que les commentaires sous ses vidéos sont globalement des commentaires hyper problématiques. Moi, par exemple, elle a fait la réponse sur moi, c'est des gens qui vont dire « Ah là là, regarde là, cette gauchiste, cette grosse gauchiste, cette gauchiste à lunettes, cette gauchiste joufflue, cette LFiste... » Enfin, c'est des takes qui vont pas vraiment être sur le propos, mais c'est sur le fait que je suis moche et de gauche. Donc, dans ce texte, il dit que du coup, l'humour peut renforcer les inégalités, mais ce n'est pas automatique. Ça normalise l'inégalité en la rendant drôle. Et par exemple, l'humour stéréotypé sur les minorités. Genre, voilà. Après, les classes populaires ne sont pas une minorité, les routuriers ne sont pas une minorité, les gueux ne sont pas une minorité, puisqu'on est une majorité à bouffer de la merde. Donc, c'est là où on en vient à ce qu'on disait tout à l'heure, du micro au méso, c'est que l'humour micro, ça peut atteindre l'estime de soi, ça peut créer des dissonances psychologiques, mais ça dépend aussi de la résilience et des personnes. Beaucoup de gens sous ces vidéos à Violaine disent « Moi, je suis un gueux et j'adore me faire cracher dessus ». Mais c'est le sous-texte. L'humour de groupe, et ce que fait Violaine quand elle fait cet humour-là, elle fait des blagues un peu niches qui vont avoir aussi tendance à toucher un groupe précis, à rallier un groupe précis, créer des communautés basées sur l'exclusion, renforcer les limites de groupe, et elle utilise plutôt l'humour pour se souder aussi, genre en mode venez, on est ensemble. Parce que j'ai appris aussi que une personne me disait que pendant ses stand-up, quand elle disait retour à la monarchie, etc., tout le monde est en mode ouais dans la salle. Bah, c'est de l'humour. C'est tellement un argument de mauvaise foi de dire je vois pas pourquoi on peut pas faire d'humour sur son... Voilà, hein. Il y a Vla les Cato. Mais oui, il y a les Vla les Cato aussi. Évidemment, en plus, elle a fait une interview, tu cliques sur l'interview, à côté, il y a un article de Marine Le Pen, qui n'est pas une critique de Marine Le Pen, qui est en mode, injustement accusée de pas pouvoir reprendre... Non, là, j'abuse, parce que ça se veut plus neutre que ça. En fait, je me dis, pourquoi on utilise autant de mots pour être en train de justifier ça? Enfin, je veux dire, c'est quoi le problème d'être catho? Bah, c'est pas un problème. C'est que beaucoup de gens qui sont cathos sont aussi de droite. Et on dit juste qu'elle nourrit d'un discours qui se veut d'une France d'antan, et notamment où les cathos avaient le pouvoir et où il y avait des croisades, quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que le problème d'être catho? Qu'est-ce que ne pas... En fait, tout est un problème et un non-problème. Arrêtez de pas être lucide. Vous êtes trop relou à voir la moitié du verre plein, moitié du verre vide. Évidemment, être catho, il y a des problèmes et pas de problème. Être athée et pas croire en Dieu, il y a des problèmes et pas de problème. C'est bon, on a plus 2 ans et demi, là, il y a pas de grands gentils, de grands méchants. En fait, si tout le monde était un peu plus honnête sur les problèmes qu'il y avait de ce qu'il pratique et fait, on n'en serait pas là, en fait. Être vraiment bienveillant, être bien gentil,
vouloir le meilleur d'autrui, c'est de reconnaître les pratiques limitantes de nos propres activités. Moi, j'ai des trucs culturels je regarde des trucs culturels qui sont problématiques, j'en ai conscience, et je vois le bon et le mauvais côté. Il faut arrêter d'être en mode aucun problème. Non, il y a pas de problème. Enfin, c'est même pas le problème d'être catho, hein. C'est le problème de rigoler des blagues, de classisme et de mépris d'autrui. J'ai toujours trouvé ça d'être ironique, d'être catho et de droite. Ben, pas moi. Comme dit à Nietzsche, Dieu est mort. Dieu est mort. Comme dit Nietzsche, les gens qui sont croyants et qui continuent de faire des rituels pour se donner bonne conscience, c'est plus ce qu'on attendait de Dieu. Parce que Dieu est mort. L'humour à terme de société, ça va légitimer des idéologies suprémacistes, donc notamment dans des cas extrêmes, ça peut mener à des violences, à des massacres ou à des meurtres, justifie des politiques discriminatoires et voilà. Et surtout, le problème, c'est que l'humour un peu suprémaciste, raciste, etc., classiste, sexiste, mais sexiste, là, on va rester sur le truc. Grande vitesse via les algorithmes. Crée des tribus idéologiques radicalisées. Donc voilà, l'humour peut être à la fois libérateur, mais compliqué, donc voilà. Et ensuite... Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. C'est pas moi qui gère. C'est ça. Tout ça pour dire que dans ce texte aussi, il parle d'humour comme indicible. C'est en gros exposer comment l'humour merci beaucoup, déshumanise. Globalement, je vous mettrai tout en description de toute façon. Le risque quand même, c'est donc de voir le pouvoir partout et de surévaluer l'impact de l'humour sur la radicalisation. Voilà. Tout n'est pas, voilà, il y a de la nuance, encore une fois, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, tout n'est pas extrême, l'humour n'a pas vocation non plus à tout le temps dominer, etc., etc. Voilà. Donc là, on va parler d'un autre truc qui est, et on va aussi parler des dissidents, c'est, je vais vous le noter, s'appelle... Donc lui, c'est un mathématicien et un monsieur, franco-américain. Pour lui, il dit que... attendez, du coup, je remets le titre... Parce que je tiens à dire que quand je me fais chier à écrire des vidéos ou à faire des choses, je sors pas les choses de mon grand chapeau. Évidemment, j'ai un grand chapeau que j'aimerais bien sortir tout le temps. Je fais pas ça. J'en meurs d'envie, mais non, c'est un truc que t'apprends scolairement parlant, de pas sortir des choses de ton grand chapeau. Donc évidemment, si j'affirme que l'humour est un outil de domination et utilisé notamment comme un outil de domination, je fais pas ça parce que j'ai envie de chercher la petite bête où il y a pas de problème. C'est que je considère qu'il y a un problème, quoi. Grand chapeau, preuve ou fake? J'ai menti! J'ai pas de grand chapeau. J'ai pas de grand chapeau. J'ai menti depuis le début. Alors, donc pour lui, il a mis un concept qui a deux façons d'exprimer de l'humour. Donc il y a l'ingéniosité. Donc l'ingéniosité, c'est faire rire par l'intelligence. Par exemple, je décrédite que je fais de l'ingéniosité. Voilà. Ou le correctness, revendiquer avoir raison. Je fais du correctness. Voilà, mon humour étant pour prouver ma supériorité. Non, je fais pas rire par mon intelligence, hein. Je fais rire par dépit, hein. L'autocritique. Et c'est ce qu'elle fait aussi, Violaine, hein. Mais c'est là où on n'a pas le même take, c'est que moi je la fais pour délégitimer les dominants et pour délégitimer les outils de domination et la culture dominante, et je parle de mon milieu pour ça, elle parle de son milieu pour plutôt légitimer. Enfin, je veux dire, moi je vais pas vous raconter quand je faisais des fêtes de ci et ça dans des endroits chaotiques. De toute façon, c'est pas sexy, donc évidemment c'est pas de la culture légitime. Voilà, donc il dit aussi que l'autodérision, c'est un moyen de se moquer de soi-même pour s'immuniser contre la compassion, pour immuniser l'audience contre la compassion. Et c'est là où la réponse aussi de Violaine est bonne, parce qu'elle fait de l'autodérision. Elle dit, elle fait une blague fait des blagues border un peu, mais elle utilise cette autodérision pour utiliser un peu la complaisance, et elle a très bien géré sa réponse, hein. Je savais pas ce qu'elle allait faire, mais j'ai trouvé qu'elle a bien géré. Voilà, elle a eu la compassion de sa commu. Moi, j'ai la compassion de vous. Voilà, on utilise chacun notre compassion. Compatissons-nous. Voilà. Et donc, lui, il a aussi une théorie qui s'appelle la théorie des deux modèles. Alors ça, c'est un peu un truc un peu cruel, et je vais pas vous le réexpliquer là parce que c'est super long, mais en gros, il dit qu'il y a deux trucs A et B, et le but, c'est que il faut faire un parallèle entre les deux mondes. En plus, j'aurais dû vous expliquer ça parce que c'est intéressant, mais du coup, il dit que c'est pour relier deux mondes. Et en gros, le but...
et c'est là où je trouve que ma take sur Violet n'est pas si abusif, il dit qu'il faut anesthésier l'empathie pour que ça marche. Et je trouve que les commentaires qui disent... Enfin, je trouve que sa communauté, elle a l'air, en tout cas, anesthésiée d'empathie. Ça, c'est un critère très personnel. Mais c'est ça, c'est le truc entre deux mondes. Elle est dominante, elle fait de l'humour sur les dominés, et les dominés, ils ont l'air de trouver ça drôle et de pas voir le problème. Parce que, genre, en mode, ils ont même plus d'empathie pour leur propre truc, tu vois. Je te conjure de me tunneler. Ok, non, j'apprends. Ok, je vous tunnel, hein. Donc voilà. Mais il dit que aussi tout ce qui est la réflexivité, et c'est ce qu'on est en train de faire pour le coup, c'est de transformer l'humour en son propre sujet. Et du coup, il dit aussi que, du coup, sur ses takes à lui, donc sur Chazelle, ça a été un mec qui a été aussi lentement... Enfin, il y a des gens qui étaient en désaccord avec lui, qui étaient majoritairement, de ce que j'ai compris, à la louche de droite, et qui disaient à Chazelle qu'ils étaient pas d'accord, et donc il y a deux grands courants qui s'affrontent, en fait, pour dire que l'humour est un outil de domination, et l'humour n'est pas tant un outil de domination, et que, par exemple... Mais alors, c'est des mots qui sont durs aussi, c'est des mots de bourgeois, attendez. Parce que là, c'est les grands cerveaux là qui s'affrontent, c'est même pas mes théories, hein. Incongruité, parce qu'il y a des gens qui ont théorisé ça avant moi. Moi, j'ai pas, j'ai pas la prétention de faire croire que c'est moi qui attribue des privilèges à des gens en citant leur blaze. Et c'est moi qui ai fait tout son taf, hein. Et si je l'ai repris, je l'ai dit, hein. Ensuite, donc c'est l'incongruité, c'est le fait que l'humour n'a pas toujours un but de domination, et que par exemple, eux ils disent, bah, si tu vois, tu fais une blague en disant un sandwich rentre dans un bar, le barman dit désolé, on sert pas de nourriture ici. Bah, y a pas de logique de domination. C'est vrai. Mais bon, excuse-moi, qui fait ce genre d'humour? Qui? Go, c'est de mauvaise voix. Bon, voilà. Mais il y a quand même d'autres choses un peu plus intéressantes dans ce concept, parce que évidemment, je pense pas que l'humour sert toujours à de la domination, et je suis nuancée, en fait. En fait, c'est fou quand on se trouve à préciser ce genre de choses. J'ai vraiment l'impression que, vraiment, c'est genre, on me demande, avant de faire... En fait, c'est vraiment l'impression que, comme c'est enfin, vraiment, les sciences sociales, etc., et plus précisément, donc voilà, je fais mon outil de domination en expliquant tous mes titres, entre guillemets, même s'il y a des gens qui disent « Non, elle est pas sociologue, elle fait de la vulgarisation ». Je suis désolée, Bac+1, c'est sociologue. C'est docteur en sociologie, c'est Bac+10. Mais en vrai, Bac+5, on dit sociologue, et en Bac+5, on dit psychologue aussi. C'est des mots, c'est des titres, c'est des étiquettes, est-ce qu'on se sent légitime à l'être? Non, etc., etc. Mais tout ça pour dire que quand on me demande de préciser des choses comme ça, où je dois préciser des nuances, alors que c'est vraiment tout le taf de recherche, et que, en fait, on sous-estime et on ne connaît pas le taf de recherche, et on nous demande de nous prouver, comme si t'allais voir un informaticien, il disait ton ordinateur, je sais pas quoi, il dit ah bon, mais t'as pensé à rallumer l'ordinateur? Et là, j'ai l'impression qu'on me demande d'expliquer si j'ai pensé à rallumer l'ordinateur. Évidemment que j'ai rallumé. Je veux dire, voilà. Après, c'est très bien. Moi, je vous mets des tunnels sur ça et j'adore. Là-dessus, qui explique que l'humour, c'est aussi l'absence de rire. Je suis tellement contente de vous mettre un tunnel sur l'humour parce que j'adore rire. Bah non, l'humour c'est sérieux. Bah, pour moi, l'humour c'est sérieux. Et une fois, dans le truc enfin, avec la psychiatre, elle me dit, on parlait d'humour et tout. Et en fait, il y a une question sur l'humour. Et notamment, est-ce que je comprends l'humour? Et j'ai répondu factuellement, pour moi, l'humour ça n'existe pas. Je trouve que la question c'est, pour moi, je suis très littérale et très prumdug, je trouve que l'humour, c'est juste un moyen de détourner ce qu'on veut dire, mais pour moi, ça n'existe pas. Enfin, si, ça existe socialement, mais je trouve que tout ce que tu dis sous couvert d'humour, ben ça, c'est juste un enrobage sur un truc qui est dit, et je comprends pas, pour moi, le second degré, bah, évidemment, s'il y a du troll et il y a de l'humour qui est un peu... Mais le troll, ça touche encore à un truc de réel, tu vois. Mais ça questionne... Moi, l'humour, je trouve qu'on le questionne pas assez. Évidemment. Mais il y a plein d'auteurs qui le questionnent, hein. Genre, bref. Et elle a parlé donc de l'absence de rire. Vous savez, quand quelqu'un fait une blague et que tu rigoles pas, t'es un peu en mode... Et il y a notamment la trend, notamment avec les influenceurs, où il fallait dire « Give me my money ». Je sais plus ce que c'était. Et en fait, tout le monde était au courant, et que quand la personne qui se faisait bully passait, tout le monde, il le faisait, et tout le monde était en mode... Et du coup, la personne se sentait humiliée. Rituel d'humiliation. L'humour est aussi un rituel d'humiliation. Je suis désolée, je suis assise comme ça, là, en mode « Mais j'ai trop chaud ». Donc, elle parle de
pas assez le sarcasme et ce qu'il relève. Non mais grave, le sarcasme, il y a grave de choses à dire. Mais moi, on en parlait l'autre jour, moi je suis très sarcastique et tout, mais il y a des degrés de sarcasme qui me font froid dans le dos. Je suis un peu en mode « Aouh, c'est trop personnel ». Je trouve qu'il y a des degrés à l'humour, hein. Je trouve que il y a des degrés de fou. C'est le endless, et vous pourrez le sortir à vos prochains post-café et tout. C'est vraiment un désir intentionnel de ne pas rire. Parce que pour elle, l'humour, ça construit ce qu'elle appelle donc la solidarité. Et c'est ce que je disais sur Violaine, c'est que l'humour, enfin en tout cas, ce que je disais, c'est que du coup, quand tu fais de l'humour sur ton milieu social, et précisément sur l'aristocratie, ça a une vocation aussi de solidariser, de solidifier, et quand tu deviens la première influenceuse à parler d'aristocratie en France, et que t'as une bonne image, etc., voilà, ça crée notamment le mec qui va dire, elle, c'est une vraie aristo, elle, c'est une fausse, elle est légitime, elle n'est pas, etc., et qui vont du coup renforcer un peu leur pouvoir aussi. Donc évidemment, je pense qu'il l'a pris personnellement, Samy, parce qu'il sait très bien qu'il est en train d'indirectement, et je pense qu'il est pas à l'aise, hein, je pense qu'il y a une dissonance en lui. Alors que Violaine, je trouve qu'elle est à l'aise dans son discours. Lui, je sens que, il est un peu genre, voilà. Et elle a appelé aussi des choses comme la théorie de l'audience, etc. Après, on va commencer à aller un peu plus vite parce que du coup, on se retrouve un peu là-dessus. Mais du coup, il y a aussi un autre qui s'appelle, qui est une sociologue, Ghislaine Kuipers, qui est donc une sociologue, et qui a aussi écrit comme l'humour comme marqueur d'appartenance. Et donc, elle dit précisément ce que je dis, en fait, finalement, à demi-mot dans le truc dans ma critique, c'est que c'est pas tant l'humoriste qu'il faut analyser, mais c'est aussi la réception de son humour, et de voir, du coup, elle dit que c'est l'audience qui crée la frontière. Et sous les vidéos de Violaine, bien qu'elle ne dise pas qu'elle se place au-dessus, etc., ce qui est vrai, elle, dans sa communauté, les gens disent que ça, c'est les bonnes manières, ça, c'est bien, ça, c'est ci, ça, c'est mieux, que nanani nanana, etc., etc. Et il y a des gens aussi qui vont souligner que c'est hyper méprisant et hyper violent, etc. Mais sa communauté, c'est elle qui crée les frontières, et la frontière étant... j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit... il y a un truc dans la réception de sa communauté. Donc quand Samy vient défendre Violaine, indirectement, il défend aussi le fait, je trouve, et ça c'est très personnel, et c'est en ça que je comprends pas sa critique, c'est que j'ai l'impression qu'il défend un peu le fait que c'est ok de faire enfin de créer une communauté, de créer une solidarité, de créer un espace d'échange sur sur les royalistes. Après, évidemment, on peut rire de tout, et ça, c'est un propos qui est absolument militant de ma part. C'est pas un discours sociologique, c'est un discours personnel où est-ce qu'on n'a pas le droit de critiquer, et j'ai même pas dit qu'elle avait pas le droit de le faire. Est-ce qu'on peut questionner la logique de domination derrière? Oui, jusqu'à là, on peut. Mais donc, du coup, aller défendre qu'on peut faire de l'humour, etc., etc., oui, mais l'outil dépend de la main qui l'utilise. Tout à fait, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Quoi qu'il en soit, moi, à la base, je voulais surtout, et je le fais souvent, et j'avais fait une critique aussi sur Quotidien, et c'est marrant parce que quelqu'un, sous le truc de la personne, a défendu en disant lol, si elle veut critiquer l'humour, qu'elle aille critiquer Yann Barthès, et je l'ai fait. Je l'avais fait en premier. En plus, je le dis dans le réel, parce que les gens n'ont pas vu le réel aussi. C'est ça, c'est... tu prends les trucs, tu changes les trucs, t'en fais des trucs, etc. Même c'est que le classisme est sous-coté, et c'est un truc qu'on ne veut pas voir, parce que la lutte des classes, c'est un truc très collectif, associé notamment politiquement à la gauche, en fait. La gauche révolutionnaire, c'est un combat qui est le nerf de la guerre. Et quand tu prends position sur ce combat, et que tu prends parole là-dessus, autant Violaine, elle est de son côté, elle assume son côté, autant je suis de mon côté, j'assume le mien, mais quand tu viens prendre la parole pour dire gna gna gna, bah soit rends-toi compte de dans quel pied tu mets dans quelle porte tu mets ton pied, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux pas faire comme si c'était neutre, genre quel humour et qui nourrit quoi, et que là le truc c'est ça nourrit des gens d'extrême droite et des gens royalistes et des gens associés à tout cas à ces courants politiques. Et on me casse les couilles parce que j'ai pas dit la bonne formulation. On en est là du débat. Alors qu'en France, il y a la montée de l'extrême droite. On est en train de regarder des vidéos de plus en plus qui qui remettent un peu à l'ordre du jour l'aristocratie. Dans un monde où il y a des gens qui attendent depuis des décennies que l'aristocratie revienne, qui se rêvent chevaliers, qui se rêvent... tarara